Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Nous sommes déjà le 9 juillet. Les vacances approchent 2021. Et aujourd'hui, nous avons une émission un petit peu particulière puisque nous ferons un point assez complet sur la mutualité française. Pour cela, nous avons avec nous deux spécialistes, Jérôme Geoffroy qui sera dans cette chronique et Nestor Bajou qui est le président de la mutuelle française en Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Mutualité française. Je vous ai toujours mutualité. Avec lui, on fera un petit peu le bilan des chroniques de 2020-2021, puisque c'est la première année où pendant pratiquement une saison, on a eu régulièrement des chroniques. On fera d'ailleurs une autre aussi avec la Cresse un peu plus tard. On aura aussi Charline Gourdet qui fera sa chronique habituelle de psychologie Psy-Inspiration. Elle sera en direct avec nous. Et aussi Francette Fourimont pour la chronique Amazon Caraïbes. On parlera particulièrement de la sortie du dernier numéro de son journal. Je parlais de Interentreprise, le déploiement de la fibre en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ça avance à petits pas puisqu'on a beaucoup de zones qui sont encore blanches, comme on dit. Et puis, Jacques Davila sera avec nous en direct pour la chronique L'eau en toute sauce. Sinon, bien, on va commencer par l'actualité. L'actualité, c'est la mobilisation qu'il y a eu cette semaine devant Canal Satellite, puisque vous le savez, Canal Satellite était en grève depuis pratiquement 4 semaines déjà, et il y a eu une grosse mobilisation, et cette fois-ci, c'est la direction qui intervient. Réunion aussi de l'ANG avec Cap Excellence sur la question du Centre des Arts. Vous savez que depuis quelques jours, les militants et les artistes de l'ANG, dans un collectif, se sont rassemblés au Centre des Arts. Ils veulent absolument redonner vie à ce monument de la culture guadeloupéenne qui est en complète désuétude depuis maintenant 12 ans. On fera le point avec Stanley Manicor. Bilan de l'INSEE avec Michel et Héraclide. Et puis on terminera avec le dispositif École ouverte, toujours avec Maxime Morel. Pour l'heure, on revient, donc je vous l'ai dit, à l'actualité avant de passer à la mutualité française. Et l'actualité, je vous l'ai dit, c'était ce point à Canal Sat. C'était hier, et la direction, M. Bourreau, qui répond aux revendications des grévistes, à la situation un petit peu particulière de ce mouvement depuis déjà plus de 4 semaines. On écoute le reportage de Charlie Dagonia. Alors ça fait maintenant 67 jours que parmi les 135 salariés de Canal+, on a 22 salariés qui sont en grève en Guadeloupe. Et bon, la grande majorité d'entre eux sont des conseillers commerciaux en boutique. Hier, on a donc tenu une 9e réunion avec la délégation donc, de l'UGTG qui a duré plus de 8 heures et au cours de laquelle on a eu donc des avancées assez significatives. Alors pour rappel, il y a 5 points de revendication et à ce stade, il y en a 2 seulement qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord. Le premier, c'est que l'UGTG demande une augmentation de 50 € net pour les conseillers commerciaux. Et 2, que la situation de Madame Maïté Hubert Mtoumo, qui souhaite donc se consacrer entièrement à son statut de secrétaire général de l'UGTG, mais tout en étant payée par Canal+. Alors, notre position sur ces 2 points à l'issue de la réunion sont que sur l'augmentation générale, on avait concédé un minimum de 30 € bruts par mois, et hier, nous avons proposé un minimum de 45 € bruts par mois pour les salaires qui sont les moins élevés dans l'entreprise par rapport au salaire médian de leur catégorie. L'UGTG n'a pas considéré que c'était suffisant pour obtenir un accord hier. Et pour le deuxième point concernant donc Madame Maïté Hubert Mtoumo, nous souhaitons l'application de la loi qui est de transférer la charge de sa rémunération au syndicat dont elle assure depuis quelque temps maintenant sa direction. Nous prévoyons de poursuivre bien évidemment les discussions avec la délégation du TTUGTG afin de reprendre, nous l'espérons, une activité normale pour nos équipes qui sont au travail et dont je profite d'ailleurs pour les remercier de leur engagement pour maintenir un niveau de service de qualité à tous nos abonnés.
Alors, deuxième sujet sur l'actualité, je vous l'ai dit toute cette semaine, on a beaucoup parlé du Centre des Arts. Le Centre des Arts, je vous le rappelle, c'est un monument culturel créé dans les années 70 par la municipalité de M. Henri Bangou. En 2009, cet instrument, ce lieu de culture guadeloupéenne a été un petit peu fatigué, comme on dit. Il était tombé, il y avait eu quelques difficultés techniques, il fallait un petit peu revoir le matériel, revoir aussi l'ensemble de ce bâtiment et aussi l'agrandir. Et donc, un processus de remise à neuf avait été lancé à l'époque par la municipalité de Pointe-à-Pitre. Et puis, Cap Excellence, la communauté d'Aglo a pris le bébé, on peut dire, en cours et attend à essayer de donner un maximum, on peut dire, d'impulsion à la réfection de ce monument culturel, de ce centre des arts. Alors, on avait prévu une réouverture environ 5 ans après, 6 ans après, 7 ans après. On a eu l'impression régulièrement que la date de réouverture était repoussée. Finalement, la municipalité de M. Bangou, le fils, Jacques Bangou, a perdu les dernières élections. Et c'est Harry Durimel qui a pris le relais. Et sitôt arrivé, on savait que la commune de la ville de Pointe-à-Pitre était dans une difficulté financière de plus de 85 millions de déficit. Donc pas de possibilité de pouvoir relancer les travaux de ce centre des arts. De l'autre côté, Cap Excellence avait fait son maximum. Et puis il faut le dire aussi, la facture avait triplé, sinon quadruplé. Et donc il restait l'aide de l'État et l'aide de la région qui ne sont pas parvenus à temps, visiblement. Et donc, depuis plusieurs mois, plus d'un an environ, les travaux ont été stoppés parce que l'entreprise qui avait en charge de la réfection de ce bâtiment, de son amélioration, cette entreprise même a eu des difficultés financières. Et semble-t-il, là aussi, il y aura un problème sur lequel nous reviendrons dans une autre édition. Donc, un collectif d'artistes au sein de l'ANG, depuis le début de la semaine dernière, le milieu de la semaine dernière, a pris en charge la relance de ce centre des arts, premièrement pour alerter l'opinion, alerter les pouvoirs publics, alerter les artistes aussi, parce que visiblement le centre des arts, qui est un lieu d'expression de la culture guadeloupéenne, mais pas seulement un lieu de spectacle, puisqu'il y a bibliothèque, école de danse, etc., manque beaucoup, fait défaut dans le paysage culturel guadeloupéen. Et c'est la raison pour laquelle donc que l'ANG et son collectif se sont mis ensemble, et collectif d'artistes, et ont décidé d'occuper les lieux, faire ce qu'on appelle un squat artistique. Or, il y a eu des réactions de la mairie de Pointe-à-Pitre, bien évidemment, réactions aussi de Cap Excellence, Éric Jalton, qui disait dans un communiqué faire ce qu'il pouvait, de toute manière, ou de manière à ce que les choses reprennent progressivement. Est-ce qu'il y a une date prévue pour la réouverture? Pour l'instant, personne ne peut le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que hier, il y a eu une rencontre entre une délégation de l'ANG et le patron, le président de Cap Excellence. On regarde ce reportage de Stanley Manico. Nous avons compris que l'ANG n'a pas pour objectif, on va dire, d'attaquer Cap Excellence. Ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est d'améliorer la politique culturelle sur le territoire guadeloupéen. Et ils nous l'ont bien fait comprendre, ils veulent la création d'un pôle culturel régional. Ça fait plusieurs mois, voire un bon moment, qu'on pose un cadre et qu'on dit qu'il faut qu'on avance dans la culture en Guadeloupe, qu'on sorte d'une vision divertissante, qu'on sorte d'une vision où c'est après coup qu'on demande aux artistes leur point de vue. Vous voyez, on est en train de nous dire que 80% du bâti est déjà fait, et on va commencer maintenant des comités de pilotage avec les artistes quand c'est déjà fait. Donc il faut qu'on sorte de ces logiques-là qui ne dépendent pas uniquement de Cap Excellence, mais de quasiment tous les projets culturels en Guadeloupe, où c'est après coup qu'on demande aux artistes quel est leur avis. C'est après coup qu'on s'intéresse à ça. Donc ce qu'on a voulu dire, c'est que la démarche qu'on fait là, c'est pas une démarche qui s'adresse qu'à Cap Excellence, c'est une démarche qui s'adresse à l'ensemble des acteurs politiques guadeloupéens. Le problème qui se pose, c'est qu'ils sont au Centre des Arts, qui est sur le territoire de Cap Excellence, et dont l'occupation relève de la responsabilité pénale du président de Cap Excellence, Éric Jalton. Cap Excellence a refusé en
tout cas de sécuriser les abords du lieu pour les intrusions, parce que nous sommes responsables des personnes que nous connaissons et que nous faisons venir à nos conditions. Nous leur avons même fait une proposition qu'ils quittent l'espace qui est un chantier, parce que pour pénétrer sur un chantier, il faut avoir un casque, il faut avoir des chaussures de chantier, il faut prendre toutes les précautions d'usage qu'ils n'ont pas. Et donc nous leur avons dit que c'était mieux pour eux d'occuper l'espace extérieur devant, sur l'esplanade, devant le centre des arts, pour bien marquer le coup symbolique, comme ils veulent le dire. Ils sont en situation d'insalubrité là. Alors nous allons mettre à leur disposition tout ce qui concerne la salubrité, la sécurité à l'extérieur du chantier. On continue ce qu'on a entamé, à savoir s'installer au Centre des Arts, squatter artistiquement le Centre des Arts, inviter les artistes à nous rejoindre pour travailler et faire de ce lieu, refaire de ce lieu un lieu de création, refaire de ce lieu un lieu de diffusion. Alors comme on n'est effectivement pas des ulubés à lui complètement fou, le public ne sera pas admis à l'intérieur. Comme c'est le cas depuis 3 jours, on reçoit le public à l'extérieur et malgré tout on fait renaître un petit peu la culture autour dans le centre de Pointe-à-Pitre, autour du Centre des Arts. Non, on ne va pas bouger tout de suite. Mais nous sommes prêts à travailler avec eux. Nous leur avons demandé de faire partie de notre comité de pilotage pour que nous puissions agir ensemble au niveau de la réflexion, au niveau des actions. Voilà, il est exactement 12h48. Je vous l'ai dit, nous avons aujourd'hui une émission spéciale du point de vue de la mutualité française en Guadeloupe. Pour cela, nous avons 2 responsables. Le président de la mutualité française qu'on resalue, Nestor Bajo, bonjour. Bonjour. Et aussi monsieur Philippe, que je ne me trompe pas, Jérôme Geoffroy, Philippe Geoffroy, Jérôme Geoffroy, qui est responsable du problème de prévention. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quand même, c'est la première saison, Nestor Bajo, que vous avez pris la décision d'impulser avec nous cette chronique de la mutualité. Est-ce qu'on peut savoir quel était l'objectif et est-ce que vous sentez quand même que cet objectif commence à être atteint? Alors, l'objectif de cette opération, c'est de communiquer en direction du tout public, de nos adhérents en particulier, pour expliquer l'utilité d'avoir une mutuelle et d'avoir une mutuelle qui protège vraiment. Pas d'avoir une mutuelle pour avoir une mutuelle et dire qu'on a une mutuelle qui, en toutes circonstances, vous accompagne, c'est-à-dire de la naissance à votre décès. Clairement dit. Alors c'est une nécessité de le faire parce que la population n'est pas toujours bien informée sur l'intérêt d'avoir une mutuelle. Et c'est quand elle tombe malade, à l'occasion d'un accident bête, qu'elle découvre des fois qu'il faut une mutuelle pour compléter le remboursement de la sécurité sociale, parce qu'il y a la part du régime obligatoire, soit, mais il y a à peu près 20% de ce qu'on appelle les restes à charge et qui, malheureusement, sont à payer par l'assuré social. Donc, une mutuelle, c'est d'abord pour s'assurer contre ces restes à charge qui peuvent être importants, entre le forfait journalier, les tickets modérateurs, les restes à charge en laboratoire, les restes à charge en pharmacie, etc. Ça coûte très cher pour le portefeuille de l'adhérent, enfin du citoyen, et il est important, il est même indispensable qu'il pense à se doter d'une mutuelle pour prendre en charge ses dépenses. Est-ce que vous avez le sentiment quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, que le Guadeloupéen de plus en plus, entre guillemets, se mutualise, c'est-à-dire adhère à des mutuelles? Parce que j'avoue, et j'ai eu l'occasion de le dire, que la mutualité française en Guadeloupe, j'avais vaguement entendu parler, et moi qui suis journaliste, alors je me posais la question, pour le commun des mortels, est-ce que réellement les Guadeloupéens prennent en compte cette dimension, j'ai envie de dire, de la santé, de la protection en tout cas? Alors, ils sont quelque part contraints de suivre un mouvement qui est général, un mouvement national, qui est une conscientisation autour du problème des restes à charge. Et c'est un sujet qui est apparu lors de la dernière campagne des présidentielles où on a mis en place un projet qui s'appelait à l'époque le reste à charge zéro. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu le fait qu'il y avait à peu près 5% de la population française qui renonçait à se soigner pour 5% de la population française qui renonçait, alors qu'une partie de cette population, une partie de ces 5% avait
une complémentaire santé avec une mutuelle, mais renonçaient quand même à se soigner parce qu'il y avait des restes à charge insupportables. En tout cas, au-delà de leur capacité de rembourser, et cela dans le domaine de l'optique, les lunettes, du dentaire et de l'audio prothétique. Et c'est ainsi que le président Macron a initié ce fameux reste à charge zéro ou encore le 100% santé. Donc c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et c'est un sujet dont les pouvoirs publics ont conscience. Donc forcément les populations le savent, même si elles ne le disent pas au quotidien. C'est cette nécessité d'accompagner les personnes qui ont des difficultés d'accès aux soins, les personnes qui ont des difficultés d'accès à une complémentaire santé, d'accéder, d'avoir. Et c'est ainsi que sont nés des dispositifs comme la CMUC ou la CS, qui sont des dispositifs qui tendent à faciliter, à aider les personnes à payer leur complémentaire santé. Et ces dispositifs n'ont pas forcément rencontré tout le succès escompté et c'est la raison pour laquelle ils ont été remplacés par un dispositif encore plus facilitateur, si on peut dire, qui est la couverture santé solidaire. Alors, c'est une dernière question sur ce sujet. Dans le contexte actuel, contexte quand même assez anxiogène du point de vue des virus qui circulent, une mutuelle devient pratiquement une obligation pour un Guadeloupéen qui nous regarde aujourd'hui. Alors, la mutuelle n'est pas obligatoire pour ce qui est des contrats individuels. Elle est obligatoire pour ce qui est des contrats collectifs, c'est-à-dire la généralisation de la complémentaire santé dans les entreprises, quel que soit leur effectif, est un fait et rend la mutuelle obligatoire pour les salariés. Pour les salariés. Il y a une autre frange, par exemple, les fonctionnaires n'ont aucune obligation d'avoir une mutuelle. Par contre, on les incite à adhérer à une mutuelle parce qu'on sait très bien que sans une mutuelle, on ne peut pas bien se soigner. Donc la mutuelle n'est pas obligatoire pour cette catégorie-là, mais elle est indispensable. D'accord. Alors, première question obligatoire justement, qu'est-ce qu'une vraie mutuelle pour les gens qui nous regardent? Qu'est-ce qu'une vraie mutuelle? Alors, une mutuelle, c'est d'abord une société de personnes, c'est-à-dire c'est un groupe qui se rassemble à travers un contrat. C'est un lieu, un endroit où se nouent des solidarités. On se met ensemble, on crée un pot commun pour venir au secours de celui qui va le premier tomber malade ou va décéder ou va tomber en incapacité de travail. C'est ça la solidarité. Et la mutuelle, c'est ce lieu où on organise la solidarité entre les bien portants, ceux qui sont toujours en forme, qui n'ont aucun problème de maladie, et les malades. Où on met en lien où on noue des solidarités entre actifs et retraités, c'est-à-dire ceux qui peuvent payer une cotisation et ceux qui ont plus de difficultés à la payer, entre famille et enfants. C'est donc, par définition, une mutuelle, c'est un lieu de solidarité. Alors, qu'est-ce qu'une vraie mutuelle? Une vraie mutuelle, c'est défini par le Code de la mutualité. C'est un organisme dont la mission est de proposer à ses adhérents une couverture santé-prévoyance, mais qui ne doit en aucun cas pratiquer ce que l'on appelle la sélection des risques. Ça ne dit pas de questionnaire de santé. Absolument. Une mutuelle ne doit pas demander à ses prospects, à ses futurs adhérents de remplir un questionnaire de santé pour savoir s'ils ont été malades l'année dernière, s'ils ont été opérés il y a 10 ans, etc. Ils sont admis en l'état. Et c'est ce qui explique aussi un risque plus élevé d'avoir plus de dépenses au sein d'une mutuelle au sein d'un concurrent qui pratique la sélection des risques. Voilà. Il y a aussi la pratique du juste prix aussi dans la mutuelle. Ça, si on veut
faire adhérer, si on veut mutualiser, on est obligé de se mettre à la portée du porte-monnaie de l'adhérence qu'il peut payer. Et si on lui propose des contrats qu'il ne peut pas supporter, il ne va pas adhérer, ou il va adhérer, il va ensuite abandonner sa couverture. Donc il faut essayer de pratiquer le juste prix, et le juste prix, c'est à la fois une complémentaire santé avec des garanties qui sont suffisantes, hein, à un tarif maîtrisé. Alors, des garanties suffisantes, il ne faut pas proposer aux gens des contrats à 15 € dont on sait qu'ils ne protègent pas, quand l'adhérent va tomber malade, qu'il ira à l'hôpital, qu'il ira à la pharmacie, qu'il ira au laboratoire, on lui dira oui, mais vous n'êtes pas assuré pour ça, on prend ça en charge, mais pas les médicaments, etc., etc. Il faut éviter de proposer aux gens des contrats dits low cost, hein, qui ne coûtent pas cher, mais qui ne protègent contre rien, qui ne contiennent rien. Voilà. Alors, pour illustrer tout ça, on va regarder une première vidéo sur le bien vieillir, et je crois que c'est très nécessaire. Vidéo, c'est parti. Bien vieillir, c'est déjà encore être en vie. C'est une question qui nous importe tous, et bien vieillir, c'est continuer à avoir des projets et continuer à garder son autonomie. Bien vieillir, c'est garder le plaisir à vivre. Il y a plusieurs stratégies. L'une des stratégies qui est la plus reconnue actuellement, c'est garder son autonomie. Et pour garder son autonomie, c'est important de rester actif, c'est-à-dire faire de l'activité physique. Associé à cette activité physique, c'est important de préserver son sommeil et aussi d'avoir une alimentation équilibrée. Et tout ça s'associe au plaisir de le faire et aussi de rencontrer les autres. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir s'inquiéter de bien vieillir. Le vieillissement commence dans le ventre de maman. Donc les stratégies sont mises en place dès l'enfance, mais j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir commencer à bien vieillir. Même à 60, 70 ans, il y a toujours des stratégies. On peut toujours reprendre, voire commencer une activité physique ou sportive, améliorer son alimentation ou bien avoir une vie sociale épanouie et riche. Contrairement à ce que l'on peut penser, oui, c'est facile de bien vieillir et surtout, bien vieillir reste à la portée de tous. Ce sont des stratégies simples. Faire de l'activité physique, c'est tout simplement faire son jardin, faire ses courses, sortir promener son chien ou son chat, manger équilibré, pas forcément coûteux, bien dormir, préserver son sommeil, garder des relations avec les autres. L'Organisation mondiale de la santé prône aussi avoir une activité sexuelle épanouie et j'aimerais dire que le plus important, c'est de garder le plaisir dans tout ce que l'on fait. Dans la première partie, on retrouve la suite de cette chronique un peu spéciale sur la mutualité française dans un instant, puisqu'on va recevoir dans un instant notre deuxième invité. Je vais parler de Jérôme Geoffroy. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, nous avons une émission spéciale aujourd'hui. C'est la chronique des chroniques, on peut dire, de la mutualité française. On a parlé tout à l'heure avec le président Nestor Bajo. Et là, maintenant, on va recevoir tout de suite Jérôme Geoffroy. Bonjour. Bonjour, M. Zambounis. Avant de commencer, tout de suite, une petite vidéo qu'on devait passer depuis tout à l'heure.
très beau intermède. Alors, Jérôme, tout de suite, la question va se poser. Pourquoi dit-on que la mutualité est le premier acteur de la santé en France? Alors, la mutualité représente 36 millions de personnes protégées. Et c'est aussi pour cela que nous sommes le premier acteur de prévention privée sur l'ensemble du territoire. Donc, ça représente vraiment un grand nombre d'actions que nous menons en direction de nos adhérents, mais aussi en direction du tout public, pour un total à peu près de 7300 actions par an. Alors, dans la mutualité, il y a le maintien de l'autonomie, les maladies chroniques, la santé des actifs et la santé des jeunes, tout ça est compris. Alors, effectivement, donc nous avons un programme de prévention annuel qui est composé de plusieurs axes, notamment celui en direction des personnes âgées, donc le maintien de l'autonomie. Je vais vous le détailler tout à l'heure par quelques exemples. Oui. Aussi, un volet sur les maladies chroniques. Vous savez qu'en Guadeloupe, on est énormément impacté par les maladies chroniques. Oui. Donc, il est pour nous vital de sensibiliser la population. On a pour habitude de dire que notre objectif est de rendre la population acteur compétent de sa santé. Donc c'est pour ça qu'on fait énormément d'actions de prévention. On a aussi des actions en direction des actifs, donc tous les salariés. On a aussi des actions en direction des étudiants, avec des étudiants et des jeunes, donc avec là aussi un gros programme que je vais détailler légèrement tout à l'heure qui s'appelle One Life OK Ma Santé avant tout. Et nous avons aussi bien sûr des particularités qui s'expriment à travers un volet local. Et là, nous avons l'opportunité de traiter des thématiques qui nous concernent ou d'actualité. Et ça aussi, je vais vous en parler dès que vous m'aurez posé la question. Alors, il y a une question qui se pose, le DINSEO. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, DINSEO rentre dans le cadre du maintien d'autonomie. D'accord? D'ailleurs, les vidéos que vous avez pu voir et que vous allez voir tout à l'heure rentrent aussi dans cette action, puisque le Covid nous a obligés à innover, d'aller vers du dématérialisé. Oui. Et donc, il était important pour nous de sensibiliser les seniors. Donc c'est pour ça qu'on a créé des séries de vidéos. Et DINSEO, d'ailleurs vous avez les photos à l'image, on a un atelier mémoire à travers une tablette tactile grâce à une application qui s'appelle DINSEO. Alors ça s'adresse aux seniors, j'imagine. Exactement. C'est un programme qu'on développe dans le cadre de la conférence des financeurs notamment. Et donc du coup, on a des séances, une action, c'est 4 séances d'1 heure, durant laquelle les seniors vont se familiariser avec l'outil et faire travailler leur mémoire. C'est très sportif et des fois je les vois en train de transpirer. Ah bon, à ce point-là? Ah oui, à ce point-là. C'est vraiment très très intéressant et très apprécié, qui fait que aujourd'hui on a énormément de demandes par rapport à ce volet. Nous avons aussi des ateliers équilibre pour prévenir les chutes chez les seniors. C'est un problème très important aussi à prendre en compte. Et nous avons pour les seniors, des actions sur le bien vieillir. Donc ça passe par exemple par l'alimentation, avec le sujet de la dénutrition qu'il faut prendre en compte chez les seniors, mais aussi ça peut être la sexualité. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure vous allez avoir une vidéo sur le sujet. Et voilà, donc pas mal d'actions en direction des seniors. Oui. Il y a aussi des campagnes de dépistage avec les ARS. Alors exactement. Alors concernant, là on rentre dans le volet local. Donc il y a 2 aspects que je voudrais mettre en lumière. Avec le Covid, donc on a une réalité locale qui est une détresse par rapport au psychologique. Donc on a mis en place une cellule d'écoute et de soutien psychologique mobile. C'est quelque chose qu'on fait grâce à notre bus et donc on sillonne l'ensemble du territoire pour justement permettre aux gens de parler de la souffrance qu'a pu provoquer le confinement, l'isolement, etc., etc. Et en même temps, on a voulu apporter une contribution à cette lutte par rapport à ce Covid qui nous a tous impactés. Et donc du coup, en partenariat avec l'ARS et la Croix-Rouge, là aussi, on sillonne l'ensemble de la Guadeloupe pour proposer des dépistages Covid. Justement, je reviens de Milénis où en ce moment, on propose des dépistages Covid tous les vendredis du mois de juillet de 7h30 à 11h30. Avec le bus? Avec le bus. Oui, d'accord. Ce bus santé, c'est à la demande ou bien c'est vous qui décidez de l'envoyer? Comment ça se gère? On fait au mieux et on essaie toujours de répondre aux demandes et aux attentes de la population. Alors, on travaille avec des partenaires. On ne travaille jamais seul, soit avec des associations, soit avec des institutions. Et donc, du coup, on a un programme.
beaucoup de CCAS et aussi beaucoup de clubs de retraités travaillent avec nous. Donc en fait, il faut nous contacter, échanger, identifier les besoins et ensuite on essaie de voir ce qu'on peut mettre en place sur le terrain, que ce soit dans des salles ou que ce soit dans le bus. Il faut dire que le bus a été un outil exceptionnel en période de Covid parce qu'il y a eu des interdictions de salles, on ne pouvait pas faire des manifestations comme on voulait et le bus a été pour nous l'opportunité d'aller sur le terrain et de garder le lien avec nos adhérents et la population. En termes de prévention, on a tout vu, on peut dire. Alors, si je peux rajouter, j'aurais aimé avoir une petite minute pour le volet santé des jeunes. Accordé. Avec cette action qui s'appelle One Life OK, ma santé avant tout, qui a débuté en 2013. Et je peux vous dire que de 2013 à aujourd'hui, c'est une action qui a pris énormément d'ampleur. Concrètement, il y a plusieurs volets. L'objectif pour nous, c'est de mettre en place des actions de prévention au cœur des établissements, au cœur de l'université. Et donc, pour ce faire, on accompagne et on soutient toutes les initiatives qui pourraient venir des étudiants, de l'établissement ou à notre initiative. Alors nous, ce qu'on a fait, on a créé les trophées santé. Les trophées santé, c'est comme la cérémonie des Oscars. Et donc chaque année, on remettait une récompense aux établissements qui auraient mis des actions innovantes, qui auraient créé des projets, qui auraient vraiment fait des choses extraordinaires. Alors, on a aussi une grande messe. Ça s'appelle la journée interétablissement. La journée interétablissement, en fait, on rassemble l'ensemble des étudiants. C'est quelque chose qu'on fait tous les 2 ans. Et on rassemble l'ensemble des étudiants, là aussi vous avez des photos, sur un même lieu, à travers un grand village santé, beaucoup d'activités physiques et un tournoi sportif. Et la dernière édition a eu lieu en 2019 au Palais des Sports du Gosier, où on a rassemblé plus de 1500 étudiants. Donc là aussi, c'est une grosse action. Et pourquoi j'ai tenu à en parler aussi? Là, le Covid a impacté énormément les établissements scolaires, notre activité également. Et là, on est en train de travailler pour pouvoir relancer la dynamique et proposer une nouvelle formule à la rentrée avec tout ce qui est réseaux sociaux, dématérialisés, etc. etc. Donc, bientôt, il va y avoir du nouveau à ce sujet. La mutualité à la pointe de l'actualité du progrès. Alors, mais quand on est senior, quand même, on a une vie sexuelle quand même. Oui, il me semble. Et il vaut mieux, c'est encouragé. Et d'ailleurs, notre intervenant très qualifié dans le domaine, d'ailleurs, toutes nos actions sont réalisées par des professionnels de santé, va l'expliquer très bien dans la vidéo qui va certainement suivre. Tout de suite, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Quand on part à la retraite, on continue aussi une vie active qui n'est pas professionnelle, mais on a une vie sociale et aussi on a une vie sexuelle. Alors, quand on parle d'épanouissement, c'est pas la quantité, le nombre de fois qu'on fait l'amour, c'est la qualité de la rencontre avec son partenaire. La sexualité, c'est du bien-être. C'est pas seulement du bien-être physique, mais aussi du bien-être psychologique. Quand on a des préoccupations, quand on est anxieux, quand on est préoccupé, et quand on a un partenaire qui nous sollicite et qu'on a vraiment du plaisir à faire l'amour, on se sent mieux. Les dysfonctionnements érectiles, ne pas pouvoir avoir une érection pour un homme, ça peut être dramatique dans sa tête. Mais si le médecin traitant, qu'il le connaît, avec qui il peut aborder cette intimité, parce que vous savez, c'est pas facile comme ça d'aborder ces troubles érectiles, le médecin lui dit, il existe des traitements. Effectivement, à la ménopause, il y a une diminution de la lubrification vaginale et donc là, il y a déjà le lubrifiant, mais il y a aussi des traitements. Donc la femme, il ne faut pas qu'elle s'arrête. On n'est pas à l'abri parce qu'on est senior. Quand on refait sa vie, on peut aussi prendre des risques d'être atteint d'une infection sexuellement transmissible.
quelqu'un qui a 70 ans, 80 ans, quand on va lui dire qu'il faut mettre un préservatif, il n'est pas habitué à cette pratique. Il est important de savoir que la santé sexuelle est importante à préserver. Et quand on ne connaît pas très bien un partenaire qu'on vient de rencontrer, il est important de se parler, il est important de faire un test de dépistage et peut-être dans un premier temps d'utiliser les préservatifs, la prévention, mais aussi les gels. C'est pas que l'homme, il y a aussi des préservatifs féminins. Donc on voit avec la personne qu'on a envie de faire un bout de chemin, comment on peut, dans un premier temps, avoir une prévention. Et puis quand les choses vont bien, on fait un test et puis on a des rapports intimes sans préservatif, parce que des fois ça peut être bloquant dans la tête. Voilà pour tout ce qui concerne un élément de notre vie, un moteur de notre vie affective, de notre vie psychique, de notre vie tout court, qui est la sexualité. Voilà, je le disais tout à l'heure, chronique des chroniques, et nous sommes toujours avec Jérôme Geoffroy et Nestor Bajot. Nestor Bajot, la question qui se pose, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la mutuelle est-elle vraiment obligatoire? Alors, la mutuelle est devenue obligatoire depuis 5 ans pour tous les salariés des entreprises, et c'est ce qu'on appelle l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui est venu apporter cette avancée sociale qui était une revendication de la plupart des syndicats. Et donc, pour cette catégorie de population, la mutuelle est devenue obligatoire parce que l'entreprise a l'obligation de signer avec une complémentaire santé, qui peut être une mutuelle, mais ça peut être aussi une compagnie d'assurance ou une institution de prévoyance, a l'obligation de signer ce qu'on appelle un contrat collectif, contrat groupe, au terme duquel il propose un niveau de couverture à chaque salarié. Ce niveau de couverture est égal à au moins ce que l'on appelle les contrats responsables. Concrètement, il faut que dans ce contrat, il y ait la prise en charge de l'hospitalisation, la prise en charge du ticket modérateur sans limitation de durée, c'est-à-dire chaque fois que vous allez, le forfait journalier, pareil, la pharmacie et le laboratoire. Voilà. Il faut, mais l'entreprise peut décider d'aller plus loin et de proposer une couverture qui intègre aussi un peu de prévoyance. Alors, 50% au moins de la facture doit être supportée par l'entreprise. Mais il y a des entreprises qui, dans le cadre de leur politique sociale, et pour fidéliser en particulier les cadres, vont jusqu'à 100% de la prise en charge, voire même jusqu'à 100% de la prise en charge, mais sur, y compris des prestations, des garanties prévoyance. Alors, et de l'autre côté, il y a des contrats individuels, c'est-à-dire celui que vous et moi pouvons signer auprès d'une mutuelle, qui ne sont pas des contrats obligatoires, mais comme je le disais à l'instant, ce sont des contrats de couverture indispensables. Et là, vous pouvez prendre à la fois de la santé, pour vous protéger contre les risques de maladie, mais vous pouvez aussi prendre un peu de prévoyance, c'est-à-dire une couverture contre l'incapacité, c'est-à-dire l'incapacité de travail, qui vous garantit, par exemple, des indemnités journalières, et c'est ce que l'on appelle aussi l'IPTS, l'indemnité pour perte de traitement et salaire, ou encore vous garantit contre l'invalidité. Vous tombez malade à un point où vous ne pouvez plus vous livrer seul à des actes du quotidien, se laver, se vêtir, se préparer à manger. Et à ce moment-là, votre mutuelle vous verse un pécule qui vous permet de recruter quelqu'un qui vient à votre chevet. Il y a aussi l'indemnité pour décès. Et même que certaines mutuelles proposent aujourd'hui une indemnité et dépendance.
Voilà. Quand vous êtes atteint au-delà de 60 ans, vous n'êtes plus en activité, mais que vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson et que vous ne pouvez plus vous occuper de vous à toute autonomie, ce pécule vous permet de recruter un aidant familial ou un aidant professionnel qui vient à votre chevet vous accompagner. Voilà. Mais alors, pour dire vrai, en fait, on a parlé du bien vieillir, on a parlé de la sexualité, mais en fait, il y a quelque chose d'essentiel, qu'il faut bien manger. Bien sûr. Et M. Geoffroy, qui est chargé de prévention, vous le dira certainement mieux que moi. Oui. Mais c'est un aspect qui est capital parce que vous avez certainement entendu, et toute la population, le slogan « Manger, bouger ». Oui, manger, bouger, c'est un très beau slogan qui signifie qu'on doit avoir une activité physique régulière de 30 minutes au moins par jour. On doit manger équilibré, sauf que on n'explique pas toujours aux gens comment bien manger et comment bien bouger. Et nos mutualités, nous avons ajouté cette touche en organisant des ateliers, des ateliers d'activité physique adaptée, des ateliers nutrition, où notre diététicienne vient vous expliquer comment bien équilibrer un repas et combien de fruits et légumes il faut prendre et à quelle heure de la journée il convient de se substanter et à quel moment aussi il faut éviter de grignoter, etc. Et dans le programme étudiant, nous avons ce volet parce que nous savons la tentation des étudiants à négliger facilement le petit déjeuner. Le petit déjeuner ou à se contenter d'un sandwich, alors qu'avec l'argent du sandwich, ils peuvent se payer un petit repas avec des haricots verts, des sardines, des œufs qui revient à moins cher. Voilà. Donc, tout cela sont des messages, des conseils que nous prodiguons à l'occasion des programmes que nous développons à la fois en direction des personnes âgées, mais aussi des étudiants. On va faire un peu un focus sur le petit déjeuner, justement, avec cette vidéo qui explique ce qu'est un bon petit déjeuner. On regarde. Le petit déjeuner équilibré, c'est le premier repas de la journée et il vaut mieux le prendre avant 10 heures pour avoir toutes les vitamines nécessaires pour bien passer votre journée. Il va permettre également d'éviter les petites fringales de la journée, donc d'avoir envie de grignoter. Et enfin, très important, il évitera le coup de barre de 10 heures qui est très fréquent chez les enfants comme chez les adultes. Un petit déjeuner équilibré se compose d'un produit céréalier à base de sucre lent. Donc c'est l'énergie, le carburant du corps que vous allez pouvoir trouver dans le pain par exemple. Ensuite, il faut un aliment protéiné ou alors un produit laitier. Donc ça, c'est pour les protéines constituant du muscle, mais aussi pour le calcium. En troisième lieu, il vous faudra un fruit qui va vous apporter des vitamines, donc pour booster votre système immunitaire, mais aussi pour vous donner un coup de punch pour bien démarrer la journée. Et en dernier lieu, une boisson chaude ou froide afin de bien vous hydrater. Le didico, c'est l'idéal. Le concombre va vous hydrater. La sardine est riche en protéines et en calcium. Le pollo, du coup, va vous apporter un bon sucre qui ne va pas faire monter votre glycémie. Donc, vous allez vraiment bien tenir dans la matinée. Et enfin, un bon jus de mangue pays ou alors une salade de fruits va vous permettre d'avoir un coup de boost pour démarrer votre journée. Les croissants, ce sont des aliments plaisir. Le plaisir fait partie de la vie, mais par contre, ce sera 1 à 2 fois grand maximum dans la semaine. Voilà, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour parler du prix de la mutuelle, puisque les gens qui nous regardent se demandent, oui, d'accord, on veut une mutualité, mais est-ce que ça coûte cher? Ce sera tout à l'heure avec Nestor Bajeux. Deuxième pause et on se retrouve dans un instant. Le 7CN News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.
Voilà, retour sur le plateau du ZTL News avec ce spécial Mutualité française, comme je le dis, la chronique des chroniques. Et aujourd'hui, on a déjà fait un bon petit tour sur ce qu'une voie mutuelle, pourquoi la Mutualité française est la première et le premier acteur de la santé en France et aussi en Guadeloupe, et l'obligation au nom de la mutualité. Mais une question se pose, où va l'argent? À quoi servent les cotisations, Monsieur Bajou? Alors, nous sommes en France avec une population vieillissante. Ce n'est pas un défaut que de vieillir. On vit de plus en plus longtemps en France, d'où le nombre important de centenaires chez nous, par exemple. Oui. Mais on vit longtemps, mais pas forcément en bonne santé. D'accord. Et passé un certain âge, les soins médicaux deviennent beaucoup plus importants, beaucoup plus courants chez une personne âgée que chez un jeune. Oui, donc, on est en France aussi, et c'est une chance, bon, ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais je le dis quand même, d'appartenir à un pays où il y a un système sanitaire très développé. Des hôpitaux à 50 millions, hein, ou 500 millions, je ne sais plus. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Mais avec, voilà, un système où on ne vous demande jamais votre carte bancaire, mais votre carte verte, et même quand vous ne l'avez pas, on vous prend en charge quand même. Oui. C'est un système extrêmement sophistiqué avec les IRM, les TEP-scans, les scanners. Tous les outils nécessaires, oui. Oui, extrêmement développés, sauf que ce sont des outils qui coûtent extrêmement cher et qu'il faut absolument financer. Ce qui fait que en France, la santé coûte cher. On a tendance à dire que les mutuelles coûtent cher parce qu'on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir combien coûte à un citoyen l'assurance maladie obligatoire. Oui. Pourquoi? Parce que c'est prélevé directement à la source par votre employeur qui verse à la Sécu. Et donc, comme il n'y a pas de prélèvement, vous avez le sentiment de ne rien payer pour la Sécu. Oui. Et c'est quand vous allez jusqu'à comparer ce que vous payez pour votre mutuelle et ce que vous payez pour la sécurité sociale que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas photo et que votre mutuelle n'est pas si chère que cela. Surtout quand on sait qu'elle assure une partie des dépenses de santé qui est des fois mal remboursée par l'assurance maladie obligatoire, telle que l'optique, le dentaire ou encore l'audioprothèse. Oui. Donc, les cotisations, elles servent à financer les dépenses de santé. La santé des Guadeloupéens, comme la santé des Français, n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et ça peut expliquer que certaines garanties, certains contrats soient un peu chers, mais les mutuelles s'organisent pour proposer des garanties, des couvertures qui sont à la portée de chacun. Ce sont des couvertures qui sont aussi assorties de ce qu'on appelle les transferts solidaires, c'est-à-dire celui qui paye cher une couverture santé parce qu'il a un haut niveau de revenu, les fonctionnaires par exemple, ne consulte pas forcément souvent son médecin parce qu'il est en meilleure santé que son voisin qui est âgé, qui a été travailleur au soleil, sur les chantiers et qui souffre de multiples pathologies et qui a souvent recours au système de soins. Ces transferts solidaires font que tout le monde peut, en France, accéder à une complémentaire santé et être bien couvert, n'a pas besoin de sortir sa carte bancaire pour payer quoi que ce soit. Et c'est là où, plus que jamais, une couverture solidaire, celle portée par les mutuelles, se justifie. Encore plus depuis qu'on a eu cette fameuse pandémie où les gens sont restés chez eux, ne peuvent pas travailler, et quand ils sont revenus pour reprendre leur boulot, malheureusement l'entreprise a fermé et on est confronté à des problèmes énormes de maladies, y compris de maladies psychologiques, de maladies mentales. Et les mutuelles ont très vite intégré cette dimension-là, puisqu'elles proposent 5 consultations psychologiques gratuites à tous leurs adhérents depuis le mois de
d'avril dernier. Alors, il y a quand même un terme que je vois, que je découvre, le RAC-O, le RAC 0. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le RAC 0, c'est le reste à charge 0. Oui. C'est-à-dire, c'est ce que les pouvoirs publics ont finalement baptisé le 100% santé. Oui. Et là aussi, c'est un constat qui a amené les pouvoirs publics à agir, et c'est le président Macron qui a repris une idée de la mutualité française sur le reste à charge 0. On a remarqué que dans le domaine de l'optique, du dentaire, donc les yeux, les lunettes, et de l'audioprothèse, les gens étaient extrêmement mal remboursés. Donc il y avait des restes à charge excessifs, même quand la mutuelle était intervenue. Donc les pouvoirs publics ont pris le taureau par les cornes et ont obligé les acteurs de santé, c'est-à-dire l'assurance maladie, les professionnels de santé, les opticiens, pas les professionnels de santé, mais les professionnels les opticiens, les complémentaires santé, hein, c'est-à-dire les mutuelles, les assureurs et les institutions de prévoyance, à se mettre d'accord sur un dispositif permettant d'assurer à chaque Français l'accès à un panier de soins, hein, un panier de soins minimum qui garantisse qu'ils puissent se soigner les dents, porter des lunettes adaptées à leur vue ou porter des prothèses à un prix supportable, à un prix raisonnable, sans qu'il y ait de reste à charge. Voilà, c'est ce qu'on appelle le reste à charge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif, pour son financement, l'assurance maladie a fait un petit effort, à peu près 200 € par équipement. Par contre, ce sont les mutuelles qui ont été mis à contribution pour supporter l'essentiel de la dépense à hauteur de 1 500 € par adhérent. Alors, deux petites questions rapidement qui sont nécessaires quand même à évoquer, puisque les mutuelles sont pratiquement au même stade que les banques pour la question de ce qu'on appelle la solvabilité, point 2. Ah oui, là aussi c'est un aspect qu'on a évoqué en chronique où on a parlé de solvabilité comme une série de contraintes nouvelles qui sont imposées aux mutuelles quant à leur niveau de fonds propres, quant à leur façon d'être gérées, hein, ce qu'on appelle la gouvernance, et c'est la directive européenne Solvabilité 2 qui est venue s'ajouter à Solvabilité 1 qui avait déjà imposé la fameuse obligation d'agrément, hein, qui a conduit les petites mutuelles de Guadeloupe à fermer, rappelez-vous-en. Oui. Et Solvabilité 2 est venue amplifier le dispositif parce qu'a voulu apporter encore plus de garanties à l'adhérent qui est un consommateur, hein, c'est du droit européen qui met en avant la protection du consommateur, et Solvabilité 2 vise à assurer l'adhérent que quelles que soient les circonstances, même en cas de pandémie par exemple, il aura la certitude d'être remboursé par sa mutuelle. C'est la raison pour laquelle on oblige la mutuelle à avoir un niveau de fonds propres, et quand ce niveau de fonds propres n'est pas atteint, on l'oblige à se réassurer auprès d'un organisme encore plus solvable pour être en capacité, en toutes circonstances, qu'il pleuve, qu'il grêle, de payer les dépenses de santé de ses adhérents. Alors le dernier point, il est aussi important puisque nous sommes entrés dans l'ère du numérique, c'est ce qu'on appelle le RGPD. Oui, alors là aussi c'est une législation européenne, c'est pas c'est pas une directive, c'est un règlement. Hein, mais directive et règlement ont la même portée juridique, la même force juridique, sauf que le règlement est plus strict. Il doit être appliqué immédiatement et intégralement, sans discussion. Les directives peuvent s'étaler dans le temps, faire l'objet d'adaptation, d'aménagement. Là, c'est immédiatement. Pourquoi ? Parce que ça concerne un sujet sensible qui est les libertés. Oui. Et RGPD, le règlement général sur la protection des données, vise justement à protéger les citoyens contre l'utilisation abusive de ce qu'on appelle leurs données personnelles. Frauduleuse quelquefois. Mais oui, ça peut être un détournement d'informations qui permet, ou de la vente de fichiers, qui permet à un opérateur qui n'a rien à voir avec l'adhérent de récupérer des informations, et qui permet à cet opérateur de proposer une belle voiture à tel prix, etc. Alors que voilà, l'adhérent n'a jamais donné ses coordonnées. Alors,
les mutuelles, les associations, les administrations, les banques sont tenues d'organiser ce qu'on appelle un système de protection des données personnelles. Concrètement, dès lors que vous avez un endroit où vous stockez des éléments d'information qui peuvent être le nom, l'adresse, l'âge, le sexe, la couleur de peau, la résidence, encore plus l'ADN ou le niveau de revenu, vous devez le mettre en lieu sûr, y compris dans des dispositifs dématérialisés, informatiques, mais aussi sur des supports papier. Vous devez les mettre en lieu sûr pour éviter que des mains innocentes n'y aient accès et n'en fassent un mauvais usage. Voilà, c'est ça le RGPD. Voilà, eh bien on va terminer avec quelque chose d'important pour nous ici, c'est ce qu'on appelle depuis quelques années, depuis qu'Henri Joseph est venu sur le marché, mais enfin avant lui déjà, ça a déjà existé, les remèdes rasiers, et justement cette petite vidéo est vraiment instructive, et il fallait absolument qu'on la voie avant qu'on termine ce spécial mutualité française. On regarde un peu cette vidéo sur les remèdes rasiers. C'est particulièrement intéressant. Remède rasier, comme son nom l'indique, c'est aller chercher remède en rasier. Si vous parlez français, c'est la phytothérapie. Phytothérapie, ni ça en tout pays. Ah bien, les personnes qui utilisent les remèdes rasiers le font pour plusieurs raisons. Parce que quand on estime, par exemple, que ce dont on souffre, c'est pas grand-chose, alors vitement pressé là comme ça dans son jardin, on prend un brin de citronnelle, on prend basilic, on prend TPI, on fait une infusion et on se soigne. Parce qu'on a toujours vu faire ça dans la famille. Il y a des gens aussi qui font ça parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la médecine conventionnelle, des médicaments dits chimiques, mais les remèdes rasiers là, ils chimiques aussi. Hein? La précaution avec remède rasier, même si c'est un butin naturel, gardez le bon sens. Si ou pas connaître li, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît la botanique. Donc, il faut certain de la détermination botanique. Si ou pas certain, pas toucher. Soit on a l'information précise parce que la famille a bien connaître les remèdes rasiers, soit ou pas né, ou bien ou voulez en assurance, eh bien il y a des associations en Guadeloupe, je pense à l'association Tramil, qui est avec des botanistes, des chimistes, des pharmacologues, des ethnologues, qui ont mené les gens sur le terrain et qui ont montré deux remèdes rasiers qui semblent et qui ont les moyens de faire la différence entre les deux. Yo dit domino pas qu'à battre en pangal, eh bien moi en cas dit remède rasier pas qu'à boire en pangal. Yo dit qu'on ça servi avec petit bon maman dévaillé. Yo dit qu'on ça prend thé à sonnette. Eh bien quand arrivé thé à sonnette, ni trois petits moun qui mort dans les années 50 vers les grands fonds. Et petit bon maman dévaillé, petit non petit moun qui mort, à pas ici à pas en Guadeloupe. Une plante par exemple, une fois comme ça ne va rien faire, mais en usage répété va poser des difficultés. Et avec le corosol, qui est une plante tout à fait banale, on a décrit un Parkinson antillais. Les graines de carapate, que tout le monde connaît quand on fait de l'huile carapate pour les cheveux ou pour les frottements, eh bien, une petite fille s'est retrouvée aux urgences parce qu'elle a mâchouillé des graines de carapate. Et les exemples sont ainsi nombreux. Mais voilà, messieurs, on a fait un tour à peu près complet, mais il y a encore plein de choses, on verra ça en saison 2, sur la mutualité, notamment l'activité physique, mais ce sera pour une autre fois, Jérôme. Sur la prévention, on a dit, j'ai retenu ce qu'on a dit aussi pour les jeunes, c'est intéressant et ça fonctionne bien. En tout cas, merci d'être venu. C'est nous. On vous a fait vraiment un gros focus sur la mutualité, et c'est l'heure du générique final, et on va passer tout de suite à Sherline. On reste toujours dans le domaine de la santé, tout de suite.
Voilà, il est 13h50, tout est exceptionnel aujourd'hui, puisque hier, il y avait la grève IDF, donc on n'a pas pu avoir notre inspiration avec Sherline. Mais Sherline, quand même, est là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Dani. Bonjour à tous. Et merci d'être venu. Sherline, c'est notre spécialiste psy, avec elle, chaque quinzaine, on fait une chronique sur la psychologie. Et cette semaine, pour terminer la saison, on s'est posé la question, mais au fait, pourquoi il faut consulter un psy? Tout à fait, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, on me la pose souvent sur le terrain. Oui. Donc j'ai eu une personne qui est venue me voir et elle me dit, voilà, elle me pose cette question. Et donc elle me dit, oui, mais bon, ça fait des années que je voudrais consulter, mais voilà, cette question me taraude. D'un côté j'ai envie, d'un côté j'ai pas envie, parce que je me dis, bon, bah, à quoi ça sert, pourquoi. Donc aujourd'hui, en fait, on va expliquer justement à quoi ça sert, pourquoi, et surtout les professionnels qui peuvent vous accueillir. Oui, alors justement, la question est de savoir réellement, parce que les gens croient souvent aller voir un psy, c'est parce qu'on est fou. Voilà, tout à fait. C'est toujours ça qui remonte. Faut savoir aussi que culturellement, dans la Caraïbe, on n'a pas cette notion, ce réflexe d'aller voir le psy. On a l'habitude, on va pas bien, on prend nos remèdes, on va pas bien, on parle à un ami, on va pas bien, bon, on s'imagine que ce sont des choses liées au culte. Donc en fait, tout ça se mélange en fait, et les gens, c'est vrai que naturellement, ils y vont pas. Et puis aussi, il y a la partie du moi profond qui dit bah non, je vais y arriver toute seule, ou je vais arriver tout seul, je suis fort, donc non, j'ai pas de problème. Souvent d'ailleurs, quand on parle aux gens, voilà, qui genre, comment tu vas? Oh, ça va bien, moi ça va très bien. Et en fait, en réalité, quand ils rentrent chez eux, ils sont repliés sur eux-mêmes. Oui. Donc en fait, pour pouvoir déjà, avant d'aller consulter, si vous vous sentez mal, c'est déjà reconnaître le mal que vous ressentez. C'est-à-dire que ne pas le rejeter ou ne pas penser que vous allez pouvoir tout affronter tout seul. Il n'y a aucun mal de ne pas, pouvoir y arriver. C'est difficile. La santé psychique, c'est vraiment un domaine très spécifique, très difficile. On ne peut pas forcément y arriver seul. C'est pour ça que vous avez des professionnels qui sont à votre disposition. Et on va en profiter pour faire le focus justement sur certaines thérapies et certains professionnels. Alors, à quoi ça sert donc un psy? Alors déjà, un psy, ça sert justement à accompagner les personnes qui éprouvent une difficulté. Vous avez par exemple comme difficulté la dépression, vous avez aussi également les maladies longues, vous avez les personnes qui ont du mal à dormir, les personnes qui ont eu une séparation, un deuil, un décès, et ou aussi vous avez les personnes qui sont en questionnement existentiel. Donc lorsque vous vous sentez dans ces situations-là, il ne faut pas hésiter à appeler un professionnel, donc un psychologue ou un psychiatre qui va pouvoir vous accompagner et vous aider donc selon votre problématique. Alors, quand on arrive chez le psy, comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, donc quand on veut prendre un rendez-vous, on appelle et donc le professionnel vous propose donc un rendez-vous et quand on arrive, il y a le premier entretien, c'est-à-dire c'est la rencontre, parce que entreprendre par exemple une thérapie ou même ne serait-ce que faire une seule séance, c'est la rencontre entre deux personnes. Vous avez le professionnel et vous avez donc le patient qui a un besoin. Et cette rencontre, c'est-à-dire n'allez pas chez n'importe qui. Si vous arrivez et que vous avez l'impression vraiment d'être mal à l'aise, de ne pas vous sentir bien, de ne pas être en confiance, c'est bon, vous pouvez arrêter et repartir. Oui. Ah bah oui, parce que pour pouvoir justement avoir confiance et accepter de vous faire face et entre guillemets avec une personne de confiance, il faut que vous vous sentiez en confiance. Si vous êtes mal à l'aise déjà physiquement et que vous n'avez pas envie de rester, même si ce sont vos peurs par rapport à la situation que vous avez à vivre avec le professionnel, si vous ne vous sentez pas en confiance, partez. C'est-à-dire que vous devez prendre le temps aussi de trouver la bonne personne qui va pouvoir vraiment vous écouter, vous accompagner le mieux possible. Après, on peut parler également après de thérapie. Vous avez différentes formes de thérapie, vous avez différentes méthodes qui sont appliquées. Les plus répandues, c'est la thérapie
cognitive et comportementale. Ensuite, vous avez également tout ce qui est TTC, enfin, ce sont les TTC, thérapie comportementale et cognitive. Après, vous avez les thérapies systémiques, vous avez aussi l'hypnose dont on a parlé, le MDR. Et le professionnel, en fait, va diagnostiquer donc, votre problématique et va vous proposer, en fait, une solution sur le long terme. Et le travail du psychologue, son champ d'action est, on peut dire, encadré par la loi? Alors oui, tout à fait. Le psychologue, en fait, donc fait 5 ans d'études, entre 5 ans et 8 ans d'études, et la loi encadre son diplôme parce que c'est une profession qui est protégée. Contrairement par exemple aux psychiatres, par exemple, la profession n'est pas forcément protégée. Donc vous avez c'est encadré et le professionnel en fait va choisir, le psychologue va choisir son champ d'action. Donc vous avez différentes formes. Alors les psychologues exercent de nombreuses interventions, on les consulte le plus souvent pour des particularismes, par exemple le diagnostic psychologique, qu'est-ce que c'est? Alors le diagnostic psychologique, c'est par exemple, vous avez une personne ou un enfant ou un adulte qui rencontre certaines difficultés et il ne sait pas forcément d'où viennent ces difficultés. Et donc, le psychologue va pouvoir proposer soit un diagnostic donc, psychologique, et s'il est neuropsychologue, il va pouvoir proposer un diagnostic neuropsychologique. Donc, le diagnostic psychologique, ce sont des tests. Voilà, que le psychologue fait passer donc à la personne pour déterminer sa personnalité, sur tout ce qui est lié à sa cognition, tout ce qui est lié à son environnement, à son histoire de vie. Et donc, tout ça ensemble, avec plusieurs tests, ça va pouvoir permettre justement de poser un diagnostic sur la situation problématique de la personne. Et qu'est-ce qu'on appelle la psychothérapie alors? Alors une psychothérapie, c'est justement, on entend thérapie dedans, donc médicaments. C'est un traitement. Oui, voilà, traitement. Et psycho, c'est lié voilà, à l'âme. Donc ce sont des traitements par la parole ou par des pratiques, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le MDR, l'hypnose, qui vont pouvoir permettre à la personne de gagner son autonomie au fur et à mesure et de se sentir mieux par rapport à son mal psychique. Il y a plusieurs secteurs dans les services dans la pratique de la psy? Oui, tout à fait. Donc, vous avez... quand vous passez les diplômes, vous êtes psychologue, mais vous avez droit, enfin vous avez appris, vous avez eu des options, donc vous avez le droit de choisir votre champ d'action. Donc vous avez les psychologues cliniciens qui, dans la pratique, en fait, sont vraiment dans l'échange avec le patient. Vous avez les psychologues scolaires qui interviennent dans le champ scolaire. Vous avez les psychologues du travail et des organisations qui interviennent dans le milieu professionnel, mais également dans le coaching. Et vous avez également les psychologues sociaux qui interviennent dans les champs de recherche et d'innovation sociale pour la population. Il y a un psychologue dont on ne parle pas souvent, mais c'est celui qui, au niveau de la loi, le psycholégal. Oui, le psycholégal. En fait, c'est parce que ce n'est pas très très répandu en France, c'est plus répandu au Canada et aux États-Unis. Donc c'est le psychologue en fait qui est accrédité par le tribunal pour pouvoir faire des diagnostics justement sur des situations au niveau juridique et sur des personnes pour déterminer leur personnalité ou la situation qui s'est passée lors d'un accident, etc. Et donc, du coup, ça permet justement d'avoir une analyse d'un expert. Donc, le psycholégal est expert et peut, le juge peut vraiment se référer à son analyse. Alors, un dernier point qui est aussi important, c'est la médiation familiale. Oui, il y a la médiation familiale. Donc, depuis quelques années, il y a un diplôme spécifique à ça et donc vous avez des médiateurs qui prennent en charge ça, mais vous avez aussi des psychologues qui le font. Donc, la médiation familiale, c'est lorsqu'une famille est en rupture, qui divorce et qu'ils ont du mal, en fait, à s'entendre. Donc, le médiateur est là pour permettre que les deux parties soient écoutées, soient entendues et trouver une solution qui arrange toutes les parties.
Si je comprends bien, c'est la dernière question. Le psychologue, il est aussi nécessaire que le docteur, que le médecin? Alors, le psychologue, il est aussi nécessaire. Après, si je peux me permettre, même je dirais plus, parce que selon moi, quand on n'est pas bien dans sa tête, forcément le corps s'exprime. On peut rien faire. Voilà. Et donc, du coup, si on fait de la prévention, parce qu'on parlait de prévention avec la mutualité, mais si on fait de la prévention, on est attentif à soi, on prend du temps pour faire les choses, on essaye de pas se référer aux autres pour son bien-être, parce que vous savez, il y a des personnes qui se sentent pas bien à cause de l'environnement ou à cause de leur interprétation de l'environnement. Donc en étant le plus authentique avec soi, je le dis souvent, hein, et puis en prenant soin de soi physiquement, mais psychiquement également, en faisant de la méditation, en prenant le temps d'aller se balader, d'aller marcher, comme il disait, 30 minutes par jour, de manger ce qu'on aime et de se faire 3 petits plaisirs par jour. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, la dernière phrase, notre association organise un petit événement sur la désirade qui s'appelle la parenthèse des parents. Et donc, en fait, l'objectif, justement, c'est de permettre aux parents de pouvoir se rencontrer, de se poser, de prendre soin d'eux et de pouvoir passer une belle journée en famille. C'est le mieux qu'on va vous souhaiter aussi, chère Lynn, puisque c'est la dernière séquence de psy pour la saison. Oui, pour la saison. On se retrouve la saison prochaine. On va se retrouver la saison prochaine et on va continuer à dévoiler un petit peu plus sur la psy. Voilà, il est 14h01, j'ai dit aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale, elle est vraiment dans tous les corps de métier, et donc on va prendre la pub là aujourd'hui à 14h01 et on se retrouve tout à l'heure pour L'eau en toute sauce dans un créneau qui est inhabituel, mais il fallait quand même que Jacques Davila intervienne, et donc il sera avec nous dans un instant. Restez là. Émission exceptionnelle, timing exceptionnel. On retrouve Jacques Davila pour L'eau en toute sauce, parce que c'était nécessaire après tout ce qui s'est passé cette semaine. Bonjour Jacques. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Danick, bonjour Setzel, bonjour la Guadeloupe, y compris nos compatriotes qui sont sous main de justice. Alors il y a eu grève du SIAC cette semaine, il y a eu beaucoup de problèmes, locaux attaqués. Alors, qu'est-ce qu'a fait? Eh bien, vous savez, depuis les élections, nos compatriotes, dont un tiers seulement a été aux élections, alors que les 2 autres tiers se sont abstenus, ce qu'il faudra un jour expliquer, parce que dans la vie, choisir, c'est accepter les conséquences de ses choix, ont fait qu'on a reconduit une majorité qui est censée prendre les mesures pour résoudre les problèmes, dont ceux de l'eau et de l'assainissement. Je ne suis pas certain, quand je vois le déroulé de ce qui est en train de se passer, que l'on y arrivera pour le 1er septembre à appliquer la loi du SMO qui a été votée dernièrement en avril. J'en veux pour preuve les réactions de nos populations, les comportements des administrations en charge des contrôles régaliens qu'ils n'ont jamais assumés correctement, contrôle de légalité, contrôle budgétaire, contrôle comptable, la police de l'eau qui n'a pas les moyens. Elle ne vient quand on voit les scandales, mesdames, messieurs, de l'assainissement. Ce n'est qu'il n'y a que 2 mois qu'ils ont embauché un ingénieur d'assainissement. Quand on s'aperçoit de tous les dysfonctionnements ayant pour cause des irrégularités, des manquements, de l'incurie, de l'impéritie, de l'incapacité, quand on s'aperçoit des sursalaires qui sont payés à une bande d'incapables pour partie, ce qui rend désastreux les relations dans certaines régies entre les incapables surpayés et les compétents sous-payés. Donc nous ne sommes pas prêts de sortir de l'auberge. Or, la sécheresse vient de commencer. Et vous savez qu'en période de Covid et de sécheresse, nous avons plus que jamais besoin d'eau potable. Or, une bande de Guadeloupéens, membres de syndicats, se sont crus autorisés lors d'un différend, les opposants, un différend qui n'en était pas un, et qui est à l'image de ces 4 mois de grève que nous venons de subir. Et quand nous lisons le protocole d'accord, le tronc commun, c'est ce qu'on appelle en droit français un rappel à la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc ces gens, en désaccord avec leur président, le président du SIAG, ont décidé de prendre la population en otage. Aussi, fort de la pression de certains usagers responsables qui assument les conséquences de leur choix, le parquet a décidé de poursuivre en responsabilité. Cependant, ces associations
ces individus responsables qui ignorent le mot volerie dans sa pratique, ont fait preuve de courage et de détermination, ne s'associent pas à aucun mouvement, fut-il citoyen, allant jusqu'à attaquer, paraît-il, le siège d'un syndicat. Oui. Dans un état de droit, dans un état qui se veut pratiquer la maîtrise de l'art du vivre ensemble, les problèmes doivent se régler de manière intelligente et apaisée, avec détermination pour défendre son point de vue, certes, mais avec respect de l'autre. Le respect de soi est fait du respect de l'autre. Si nous sommes incapables de nous parler entre nous, de nous entendre, de nous comprendre, de trouver le chemin du juste, ensemble, nous n'y arriverons jamais à redresser notre situation et le SMO sera un nouveau serpent de mer. Oui, et ce n'est pas non plus, comme ce monsieur, que je plains plus qu'autre chose. J'espère que la justice sera clémente avec lui, car il a cédé à la colère. Il a pris son fusil croyant aller au SIAG l'autre jour, résoudre le problème que des gens ont poussé à bout. Il ne faut pas céder à la colère. L'on doit se maîtriser, l'on doit garder son sang-froid et quels que soient les problèmes, il faut y faire face. L'heure est au courage, l'heure est au bon sens, l'heure est à la lucidité et à la raison. Ce n'est qu'en appliquant ces principes que nous y arriverons, parce qu'il faut que nous sortions du problème de l'eau, tout comme nous devons sortir des autres problèmes. Car il faut savoir, mesdames, messieurs, qu'on est en train de travailler sur le PLF 2022, c'est le projet de loi des finances, et à l'intérieur du premier projet, il est prévu une réduction financière du financement de l'eau. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge, dans la mesure où nous sommes dans une situation avec des gens carencés, c'est un mot que j'emploie à dessein, et si bien que l'on a une image de nous, la Guadeloupe est considérée dans la haute administration française comme une ineptocratie, c'est-à-dire une société inepte qui ne fonctionne pas. Et j'en veux pour preuve, nous avons été incapables, sur le plan d'action prioritaire numéro 1, de respecter les engagements pris de consommer 72 millions de crédits au 1er janvier 2020. Aujourd'hui, les mêmes auteurs, acteurs de toutes ces régies, sans compter la partie incapable des élus qui ont été reconduits, veulent qu'on leur confie 900 millions hors travaux supplémentaires, avantages et aléas divers imprévus, plus les 400 à 600 millions prévisibles pour l'assainissement, qu'on les gérer sur moins de 10 ans. Donc, c'est une ineptie que de sortir des choses comme ça, parce que nous ne sommes pas encore en situation de capacité de construire le SMO. Mesdames, Messieurs, le statut, nous sommes à moins de 45 jours de l'obligation d'être opérationnel le 31 août au soir. Le statut n'est pas encore voté, le conseil d'administration n'est pas encore voté, le règlement intérieur n'est pas encore voté, le règlement intérieur du conseil de surveillance n'est pas encore voté. Et une fois de plus, l'on constate, je n'ai eu cesse de le dire, que les Guadeloupéens se battent pour être à la commission d'appel d'offres, parce que d'après eux, ils ont l'argent à manger. Mais ils ne savent pas que depuis avant-hier, les services judiciaires sont renforcés par le parquet national financier avec des policiers d'élite et qu'on a commencé à convoquer les gens parce que les élections sont terminées, la justice reprend son cours, fût-ce avec un parquet surchargé. Ça ne peut pas continuer. Notre pays ne peut pas être une ineptocratie. Nous sommes dans une société de droit. Il faut appliquer le droit. Le jour où nous aurons notre droit guadeloupéen, nous ferons un droit qui devra respecter les biens et les personnes afin que la société puisse fonctionner. Aucune société, quelle que soit son obédience politique, quelle que soit la cosmogonie de ses dirigeants, ne peut pas avoir un droit opposable au tiers, donc applicable. Il faut que nous apprenions à faire cela. C'est comme ça que nous allons arriver à nous assumer en étant nous-mêmes. Ça signifie, Jacques, que ce SMO dont on parle depuis le mois d'avril, finalement, on a comme le sentiment, j'ai entendu ça et je cesse de l'entendre, que ça risque à ce titre-là d'être un cercle bis. Apparemment, certains souhaitent
un recasement, reclassement, c'est-à-dire de reprendre les mêmes personnes et de les mettre dans les groupes de préfiguration. Donc, comme je dis très souvent, pour ceux qui savent jouer au bridge, il existe une hypothèse de nécessité. Comme n'importe quel jeu, vous êtes tenu de jouer selon les règles et ce que vous avez en main. Mais il y a une autre partie, ceux qui se sont battus pour qu'il y ait une loi, pour qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Il y en a qui ont porté plainte, vous le savez. Il y a des syndicats, il y a des gens responsables, des associations qui ont porté plainte. Les plaintes sont en train d'aboutir. Certaines ont déjà abouti parce que vous savez qu'il y a des appels, des affaires qui passeront en septembre, dans moins de 2 mois. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent se regarder tranquillement et qui ne ferment pas les yeux en se rasant. Et ces gens ont décidé qu'il fallait un SMO soutenable. Soutenable, je veux dire, conformément aux règles applicables. Donc, à partir de cela, ces gens se battent contre les errements, contre les choix, tout comme je peux vous dire, le président Chalus, dans son programme des 100 jours, a annoncé 100 mesures à faire. Je peux vous dire, il a choisi sur proposition des associations d'usagers, qui est des gens qui ont de la morale, de l'éthique, voire de l'esthétique, d'avoir un déontologue. Un déontologue, c'est un monsieur qui fait respecter la déontologie. Nous nous félicitons de sa décision, mais il lui a été signalé. Monsieur le Président, vous ne le choisirez pas vous, ni votre entourage. Vous choisirez quelqu'un hors votre administration, hors la classe politique. Voilà, il fallait que ça soit dit. Il est exactement 14h15. On a eu une émission un petit peu particulière aujourd'hui. On vous prie de nous excuser, mais hier, il y avait les DF en grève et donc on a dû tout bousculer aujourd'hui pour donner la parole à tous nos intervenants habituels. Jacques, bonne saison. Ben oui, bonne saison et à bientôt. Et ni bois derrière. Force et courage. Ah non, ni bois derrière. Bois derrière pour commander. C'est courage et détermination, Pep. Nous besoin d'autres. Oui, et nous nous retrouvons à partir de septembre. Si Dieu le veut. Dieu qui veut, on va penser. Voilà, 14h16, très rapidement, on a fait avec Jérôme Geoffroy, Nestor Bajot, Charline Goudet, un tour un peu complet sur la mutualité française, sur la psychologie, qu'est-ce qu'un psy, et on a terminé en beauté comme chaque vendredi, avec notre ami Jacques Ismaël Palajodla, mais qui est là à la rentrée. On salue notre ami Francette Florimont et son journal qui vient de sortir, que je vais remettre à Jacques d'ailleurs en direct. Déploiement de la fibre. Et voilà, Jacques, c'est le cadeau de la maison. Merci, et on vous souhaite bonne lecture. Et merci à Francette, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Et qui ne pas Mouli. C'est Mouli qui raide. Voilà. Merci. Réalisation avec Jordan. Jordan, merci avec son assistante Taneli. Et nous, on se retrouve lundi pour les émissions de la semaine prochaine. ZCL News, c'est là, ça va passer. Et c'est les autres nouilles. Voilà, il finit pour aujourd'hui.